Quel est le sens du voyage ? Que dit-il de nos rapports au monde ? Qu'est-il en mesure d'apporter à nos vies déjà bien remplies ? Peut-il être une voie d'émancipation pour celles et ceux qui l'engagent ? Peut-il redéfinir les manières de se rencontrer et de faire société ? Quelles peuvent être ces existences dans le monde complexe d'aujourd'hui et celui que l'on désire pour demain ? Bonjour et bienvenue dans le podcast De Vive Voix. Je suis Anthony, la personne qui se pose toutes ces questions. Pour y répondre, je t'invite à sortir des sentiers battus du tourisme de masse. Partons ensemble à la rencontre de celles et ceux qui pensent et expérimentent le voyage différemment, afin de comprendre quel sens ils donnent à leur mise en mouvement. Accroche-toi bien à ton siège, à ta selle ou à tes bâtons, l'aventure sonore que nous allons vivre ne va pas te laisser indemne. Après tout, il n'y a pas de véritable voyage sans profonde transformation de soi et du monde. Le voyage en itinérance n'est pas réservé au monde adulte. Anne-Ségolène, Anthony et leurs 3 enfants Clémence, Olivia et Gaspard, âgés de 2 à 7 ans, sont partis en famille en Amérique latine, voyageant à bord de Bébert, leur maison à 4 roues. Ils parcourent le continent avec un objectif, aller à la rencontre des enfants en situation de fragilité, afin de comprendre leurs besoins essentiels et ce qui peut assurer leur dignité. C'est le projet Familare. Anne-Ségolène nous raconte comment l'expérience de vie nomade, basée sur la découverte et les rencontres, a bouleversé leur vie de famille, façonnant de nouvelles habitudes de vie. On évoque ensemble les doutes et les joies, les apprentissages et les émancipations fondatrices. Familare, c'est un projet qui s'interroge sur ce qui fait la famille, ce qui fait l'humain et la puissance des liens. Au cœur de cette exploration, l'intuition que la dignité d'un enfant prend racine dans l'amour qui lui est donné. Finalement, quelle est la place que l'on souhaite donner à l'amour dans nos vies ? Bonjour Anne-Ségolène, merci de m'accueillir dans cette belle maison au cœur du Beaujolais. C'est un plaisir de te rencontrer de nouveau aujourd'hui pour parler de voyage en famille. Bonjour Anthony, merci d'être venu jusqu'à nous. On est très heureux de partager ce voyage. Dans la vie, tu es psychomotricienne et également monitrice de portage physiologique. Et avec ton mari Anthony et vos 3 enfants, Clémence, Olivia et Gaspard, vous vous êtes engagés en 2022 dans une grande épopée en Amérique latine à la rencontre des enfants en situation de fragilité. Vous sillonnez les routes à bord d'un véhicule 4x4 que vous surnommez Bébert. Celui-ci est à la fois un moyen de transport, un logement, un bureau et une salle de classe. Et ce projet de voyage engagé, c'est le moyen pour vous de partager cette expérience de voyage en famille, mais aussi de donner la visibilité à des initiatives qui œuvrent en faveur de l'accompagnement des enfants en situation de fragilité. Et au cours du voyage, vous avez animé un podcast et à son retour, vous avez réalisé notamment une exposition photo ainsi qu'un documentaire nommé « De l'amour à la dignité ». Je voulais te demander tout d'abord pourquoi vous avez souhaité vous lancer dans ce projet. D'où est venue cette envie ? Quelle a été un peu la genèse du projet ? Alors d'où est venu ce projet ? Alors c'est parti de plusieurs choses. En 2017, on a eu la chance d'aller visiter ma sœur qui était volontaire à Misericordia au Chili, à Santiago, dans des quartiers très défavorisés. Et pour nous, il y a eu un double déclic à ce moment-là. C'était, on a vu un quartier où vraiment les gens, il y avait vraiment rien. Ils étaient dans une situation de pauvreté à la fois financière et sociale qui était vraiment lourde, mais pour autant smile de dingue, toujours le sourire, et voilà. Et ce qui nous a frappé aussi, c'est que nos filles qui avaient à l'époque Clémence et Olivia 1 an et 3 ans, ça a été nos portes d'entrée pour aller voir, pour aller visiter les personnes. C'est-à-dire que dans le quartier, on nous avait dit, pour l'instant, vous arrivez, vous restez dans la maison, vous sortez pas. C'est un quartier dangereux, il y a beaucoup de trafic de drogue. Donc, vous voyez, les guetteurs vous ont tous vu arriver, ils ont vu qu'ils étaient avec nous, c'est pas un problème, mais ne sortez pas sans nous. Donc ça, c'est ce que nous avaient dit les volontaires.
Et puis, en fait, entre-temps, il y avait nos enfants qui jouaient dans le parc, dans le petit parc, dans le petit jardin de la maison. Puis, à travers la grille, ils ont sympathisé avec tout le quartier, tous les enfants qui venaient demander qui on était, pourquoi on venait dans ce quartier, etc. Donc, en fait, ça nous a ouvert les portes. Et le lendemain, on était en train de fêter l'anniversaire de la petite fille, de la petite voisine qui faisait 1 an. Donc, on parlait pas un mot d'espagnol. Les filles non plus. Mais malgré ça, on a passé un bon moment de fête avec eux. Et en fait, pendant une semaine, on a eu les portes des maisons qui se sont ouvertes comme ça grâce aux enfants, malgré le fait qu'on parlait pas la même langue et qu'on avait rien à voir. Du coup, on a eu envie de revivre cette expérience, de partir avec nos enfants en les laissant passer devant. Il a fallu monter ce projet en réfléchissant pour pas trimballer nos enfants à notre guise, mais que ce soit vraiment monté avec. Voilà. Et puis, au-delà de cette expérience qu'on avait eue au Chili, on a eu aussi l'arrivée de notre 3e enfant, Gaspard, en 2020, qui est arrivé en pleine année Covid, en plein confinement. Et c'est vrai que son arrivée nous a posé plein de questions sur qu'est-ce qu'on voulait pour notre famille, qu'est-ce qu'on voulait pour notre couple, qu'est-ce qu'on voulait faire de notre vie. On avait coché toutes les bonnes cases, le boulot, la maison, enfin voilà. Mais on savait pas ce qu'on voulait en faire, et c'est à ce moment-là que l'envie de voyager est arrivée un peu plus fort. Et qu'on s'est dit on fait quelque chose, on sait pas quoi mais on fait quelque chose. Et puis en prenant cette expérience au Chili et cette envie-là, on a passé beaucoup de temps à réfléchir, on est parti sur l'idée d'un tour du monde, puis en fait un tour du monde ça nous a pas paru cohérent dans notre envie de prendre du temps avec nos enfants, ça nous a paru être quelque chose qui allait être trop speed, timé, voilà. Donc on a réduit, on s'est dit on va faire le tour de 2 continents, on va faire l'Europe et puis l'Amérique du Sud. Et puis on a avancé dans nos recherches, puis on s'est dit mais en fait non, pas du tout, on va faire que l'Amérique du Sud, on va le faire tranquillement et on va prendre du temps, aller à la rencontre des personnes, parce que c'est ce qu'on aime dans le voyage, c'est prendre le temps de rencontrer les personnes et pas uniquement checker les points touristiques. Donc petit à petit, il y a le projet qui s'est monté et ça a abouti sur ce projet final. Et donc en effet, vous aviez, le fait d'aller à la rencontre des enfants fragilisés, ça venait aussi justement, comme tu l'as dit, de cette expérience que vous avez eue en 2018. Et vous êtes quand même reparti avec ce projet plus important là encore. Quel était le but de ce projet ? Alors, pourquoi on a décidé d'aller visiter les enfants fragilisés, moi, du coup, comme je suis psychomotricienne, c'est un sujet sur lequel je suis assez sensible et puis à l'aise. Anthony, pour le coup, il connaît pas du tout le domaine du handicap ou de la petite enfance. C'est moins son domaine, mais en devenant papa, c'est quelque chose qui l'a plus percuté, qui lui a plus posé question, donc il avait aussi envie de creuser. Et puis, au fil de nos réflexions, c'était en fait, on arrive avec nos enfants qui sont jeunes, qui avaient au départ 2 ans, 5 ans et 7 ans. Et des enfants jeunes, en fait, on va faire le lien facilement avec des enfants jeunes là-bas. Ça s'est dessiné assez rapidement. Et on avait envie surtout pas de faire un petit documentaire dans chaque lieu où on passait. On avait envie de prendre le temps de vivre avec eux. Donc tous les lieux dans lesquels on a pu passer, on est resté, alors initialement à chaque fois on dit qu'on reste 4-5 jours, puis en fait au bout de 4-5 jours ça se passe bien. Nous, on est heureux sur place, on trouve notre place. Les personnes sur place sont heureuses aussi qu'on soit là et ils trouvent aussi des intérêts pour les enfants accueillis. Et donc, en général, on faisait 2-3 semaines, voilà, ce qui nous laissait le temps de vraiment rencontrer les enfants. Et c'est ces enfants-là dont on parle dans notre film documentaire qui est sorti après. Donc, vous avez fait le choix de partir en famille, notamment avec des enfants en bas âge. Est-ce que vous aviez eu des expériences préalables de voyage, peut-être d'abord en couple, puis peut-être en famille ? Eh ben pas spécialement. On n'est pas des grands voyageurs de tout temps avec Anthony. Alors bien sûr, on a fait des voyages, mais moi, j'avais été jamais sortie de l'Europe, par exemple. On n'a jamais fait des choses incroyables sur la durée, sur la distance. Voilà. Il y a des choses qu'on avait déjà fait en famille avant. C'est que chaque année, chaque été, quand les filles étaient petites, on l'avait jamais fait avec Gaspard. On partait quelques jours avec des ânes que des amis nous prêtaient. Et ça durait 3, 4, 5 jours selon les étés, donc vraiment très court. Mais on était avec nos petits ânes, on marchait au rythme des ânes, donc c'est-à-dire un maximum 10 km par jour. Autant dire qu'on fait pas de la performance de distance dans ce cas-là. Et puis le soir, on toquait à la porte on toquait en fait aux portes de chez les gens, et puis on leur demandait juste un espace pour dormir pour la nuit. Donc on avait notre tente, et il fallait juste qu'il y ait de quoi accrocher les 2 ânes dans le champ, et puis nous poser notre tente.
Et du coup, ces expériences-là, parfois ça s'est simplement terminé par oui, bien sûr, rentrer et puis on se voit pas de la soirée. Et puis parfois ça s'est terminé par au fait, on a un saucisson, si vous voulez on le partage. Ah bah oui, moi j'ai du rosé, et puis voilà. Bref, et de but en blanc, on passe la soirée avec des personnes qu'on rencontre. Et nous, c'est ce qu'on aime, c'est ces rencontres un peu fortuites qui sont pas prévues. On se doit rien, on se reverra probablement pas. Donc en fait, on va directement à l'essentiel. Et puis, comme on est hors contexte de travail, hors contexte de plein de choses, il n'y a aucune relation, il n'y a aucune hiérarchie sociale qui se met en place. Voilà, on est vraiment directement dans ce qui touche le cœur de chacun. Et ça, c'est ce qu'on aime bien. Donc ça, on a un petit peu expérimenté quand on a fait nos vacances en âne avec les enfants. C'est quelques jours d'itinérance, mais c'était vraiment des petites expériences. Des grands voyages, à part 2 semaines où on avait été au Chili visiter ma sœur. On n'a jamais fait ça, on n'a jamais eu l'occasion de le vivre avant. Pourquoi c'était important pour vous de partir en famille? Parce que déjà, on n'allait pas partir sans eux. On a quand même des gens qui nous ont demandé si on emmènerait les enfants, mais on n'a pas prévu de les laisser pendant 1 an. En fait, on avait envie de construire quelque chose au sein de notre famille. Et pour nous, le voyage, c'était pas un but en soi, c'était vraiment un moyen. En fait, on avait envie de vivre cette année, de découvrir nos enfants dans un autre contexte, de se découvrir entre nous aussi, avec Anthony, dans un autre contexte. Voilà, on a pas mal de gens qui nous ont demandé tiens, mais Gaspard, il a que 2 ans au départ, il va pas se souvenir. Est-ce que vraiment c'est utile de leur faire vivre un voyage aussi jeune? Et bien sûr qu'il va pas se souvenir de tout, ça c'est sûr. D'ailleurs, nous non plus. Et que lui, il va se souvenir probablement même de rien. Quand on lui demande, d'ailleurs, il y a certains souvenirs, là, il a complètement... il y a beaucoup de choses dont il se souvient pas. Il y a même très peu de choses dont il se souvient du voyage. En revanche, moi, il y a un truc dont je suis persuadée, c'est que c'est des souvenirs inconscients qui sont ancrés dans son corps, et dans sa petite enfance, de ses 2 à ses 3 ans, il aura vécu 24/24 avec sa famille, et qu'il a acquis une super solidité intérieure, Gaspard, une bonne sécurité intérieure, malgré le fait qu'il n'ait pas de souvenirs précis. Voilà. Il voit les photos, mais même les photos, là, ça lui évoque pas forcément grand-chose. Mais voilà, c'est pas grave s'il n'y a pas de souvenirs assortis. Et puis les filles, il y a des souvenirs et puis il y a des choses qui se perdent, et c'est pas grave. Sinon, on fait jamais rien, en fait. Puis sinon, on attend qu'il soit grand. Ce qu'on a vu aussi, c'est quand je vois avec d'autres familles de voyageurs, nos enfants, ils étaient plus petits que la moyenne. On avait les plus petits des enfants des familles voyageurs qu'on a pu croiser. En général, les autres familles partaient souvent avec des ados, et le dernier était à peu près niveau primaire. Alors que nous, on avait 2 niveau primaire et puis un petit âge de crèche. C'est sûr que c'est plus sport matériellement, parce que les enfants sont plus dépendants à ce moment-là. C'est-à-dire que Gaspard avait encore des couches, voilà, il y avait encore les couchers, c'est des couchers de petits. Voilà. Après, on avait moins de pression, par exemple, sur l'école. C'était pas le même niveau, il y avait moins d'attentes, et c'était pas facile pour autant, mais il y avait moins de pression sur le résultat. Mais voilà. Mais pourquoi est-ce qu'on a voulu partir en famille? Nous, on l'a vraiment vu comme une possibilité d'approfondir nos relations, donc les frères et sœurs entre eux, nous avec chacun de nos enfants, nous en couple, à travers ce voyage. Là où en fait on voit dans le quotidien que en fait c'est la course au timing, c'est la course à la planification, c'est la course toujours à l'échéance suivante, et on n'a pas l'occasion dans le quotidien. On a envie, on essaye, on fait de notre mieux pour arriver quand même à le faire. Mais la réalité, c'est qu'on se fait prendre par le quotidien. En tout cas, nous, on n'y arrivait pas de prendre ce temps-là réellement avant de partir en voyage. Vous avez parcouru les routes de l'Amérique latine pendant près d'1 an, en démarrant de la Colombie, en allant jusqu'en Uruguay, à bord de votre camion Bébert. Est-ce que tu peux nous présenter ce compagnon de voyage? Comment vous l'avez aménagé et quelles étaient ses spécificités? Alors là, s'il faut parler de Bébert, franchement, on peut faire un podcast à part entière. Parce que franchement, on aurait pu faire un film sur Bébert en voyage. C'était un morceau. Bébert, c'est une ancienne ambulance de l'armée qui avait été rachetée avant nous par un monsieur. Il vivait en fait avec sa famille dedans. C'était une famille itinérante en France. Et on l'aura racheté. Et on pensait ne pas tout refaire l'aménagement de la cellule arrière. Mais en fait, on a fait un week-end, on a essayé. Il faisait froid, c'était au mois de janvier. Et on s'est dit que c'était le pétage de plomb garanti si on refaisait rien. Bref, en fait, l'aménagement ne nous correspondait pas du tout. Donc Anthony a passé tous ses week-ends pendant 6 mois à retaper le camion. Donc il y a eu plein de choses à préparer. Il y a eu tout ce qui était préparation mécanique. Alors ça, c'était quelque chose parce avec Bébert, on a enchaîné les pannes.
Au niveau mécanique, on n'a pas trouvé beaucoup de garages qui étaient prêts à y mettre les mains, mais c'était compliqué. Donc, on a quand même dû faire changer pas mal de choses. Ensuite, il y a Anthony qui a travaillé avec son grand-père, qui est un ancien carrossier. Et ils ont fait plein de modifications dessus. C'est-à-dire que pour prévoir le shipping, donc le transport de bébés sur l'Amérique du Sud en cargo, il fallait le protéger parce qu'en fait pendant les shippings, les camions ils se font souvent ouvrir et souvent ils se font piller. Donc nous on a voulu bien le sécuriser. Donc l'avantage c'est que notre cabine avant de 5 places et la cabine arrière ne communiquent pas. Donc il suffisait que la cabine arrière soit bien sécurisée pour pas qu'on ait de risque de vol. Et du coup la cabine arrière en fait Anthony a créé avec son grand-père des sortes d'ailettes pour mettre de chaque côté du camion des grands panneaux latéraux. Quand on roule on les baisse, puis quand on est à l'arrêt on les lève, ça nous fait de l'ombre, ça nous fait étendage, ça nous fait plein de choses. C'était hyper utile. Ensuite, il a créé aussi des tuyaux PVC, histoire qu'on ait une douche chaude, en fait, une douche solaire. Des tuyaux PVC qu'il a bombés en noir, avec un petit tuyau qui tombait pour nous faire une petite douchette. Ça, on a quand même vachement apprécié pendant le voyage. Et puis, alors, tout l'aménagement intérieur de la cellule arrière, donc il a tout démonté, tout remis. Et bon, alors ça, c'était un boulot assez énorme qu'on n'avait pas prévu au début, avant de partir en voyage. Et ça nous a vraiment mis dans le dur sur les préparatifs. Concrètement, franchement, on a frôlé le burn-out avant de partir parce que trop de choses. Mais on a eu un petit cocon sympa au final. C'est-à-dire que la cabine, donc les enfants dormaient dans la cabine avant la nuit. Ils avaient chacun une planche et un matelas qu'on ajoutait sur les sièges. Donc il y avait 3 espaces. Gaspard un petit espace fermé par un filet pour pas qu'il tombe. Puis Clémence et Olivia chacune sur une planche et matelas à duvet. Donc ça, fallait désinstaller et réinstaller tous les matins. Et dans la cabine arrière, quand c'était la nuit, il y avait notre lit qu'on déroulait et qui prenait tout l'espace de la cabine arrière. Donc, c'était des lattes de bois qu'on tirait et puis un matelas plié en 3 au fond qui était rangé la journée. Et en journée, du coup, quand le lit était plié, on avait un espace cuisine à droite avec tout le rangement cuisine. Au fond, la réserve d'eau, la pompe à eau, les filtres qui n'ont marché qu'à peu près pendant 15 jours. Donc après, on a eu plus d'eau filtrée, donc on était content d'avoir notre petit traitement UV pour l'eau. Donc on avait un fonctionnement d'eau dans le camion, mais pas d'eau traitée. Donc pour boire, il fallait retraiter l'eau derrière. Puis à gauche, on avait une banquette avec une caisse de vêtements chacun, plus la caisse pour l'école, plus du matériel. Enfin voilà, bref, tout était évidemment très très calibré. Et franchement, j'ai trouvé ça génial en tant que mère de famille, le côté ultra minimaliste du camion. Donc c'est-à-dire que chacun a une caisse de vêtements. Donc il y a constamment une rotation. Tous les jours, on fait une petite lessive à la main, mais il n'y a jamais une grosse lessive. On n'a jamais en retard parce qu'il n'y a pas le choix pour les lessives. Le camion est toujours propre parce que certes, on le lave 3 fois par jour, mais c'est 3 fois un coup de balayette sur 3 mètres carrés. Donc ça, c'est magique aussi. C'est plus facile aussi d'investir les enfants dans une petite surface sur le ménage comme ça. Voilà. Alors après, c'est un choix qu'on avait fait aussi sur Bébert. On n'avait pas de frigo. Ça nous a parfois manqué, mais globalement, on est bien sorti sans, et c'était une question de place et de capacité de stockage d'électricité. Notre panneau solaire n'était pas calibré pour un frigo. Quand Bébert était ouvert, on avait un gros escalier, ça c'est l'avantage des anciennes ambulances de l'armée, un énorme escalier qui nous faisait un peu l'espace terrasse du camion. Et à côté du gros escalier, on tirait une planche et sur cette planche, on mettait la plaque de gaz de cuisson, un gros truc de traiteur qu'on avait acheté qui était assez puissant. Et on cuisinait à l'extérieur. Donc ce qui faisait qu'en fait, le camion, on vivait pas dedans. Le camion, c'était un peu le lieu central où tout le matériel réside, mais on ne vit pas dedans. On avait vraiment calibré pour vivre dehors. Et c'est pour ça qu'on a fait cet itinéraire-là sur cette période-là. On a fait un peu le sens inverse des autres voyageurs. Alors, ça impliquait qu'on fasse pas la Patagonie et qu'on n'aille pas tout en bas de l'Amérique, tout au sud de l'Amérique du Sud. Mais on a fait ce choix pour vivre à l'extérieur avec notre camion, de commencer par la Colombie à cette époque-là et de finir par l'Argentine et l'Uruguay. Et du coup, de fait, on a eu très très peu de moments où il pleuvait et qu'on était enfermés dans le camion. Voilà. Et les fois où on était enfermés, franchement, c'était pas rigolo parce que c'était vraiment petit. Voilà. Mais notre bébert, du coup, ça c'était tout l'aménagement pour partir avant de démarrer. Et puis après, pendant le voyage, il nous en a fait voir. Mais il nous en a fait voir et en même temps, il nous a pas lâché jusqu'au bout. Il n'a jamais été question qu'on abandonne le voyage parce que Bébert lâchait mécaniquement. Même si on en a passé des nuits dans des garages avec des mécaniciens, parfois très bons, parfois c'était des catastrophes. Mais on a eu beaucoup de pépins mécaniques. Ça a aussi beaucoup dessiné notre itinéraire parce que ça nous a empêchés de faire certaines choses.
Et en même temps, à chaque fois qu'on avait un pépin mécanique, on a vu apparaître sur le chemin un ange gardien, un gars qui venait nous aider. On a fait des rencontres fortuites assez incroyables. On a eu des rencontres assez dingues avec certains garagistes aussi, avec qui on a partagé des petites tranches de voyage. Donc notre bébé, il nous en a fait voir. En même temps, il nous a tenus jusqu'au bout. Et en même temps, il nous a permis d'aller sur ce côté de lâcher prise du voyage qu'on allait aussi chercher. C'est super intéressant de voir à quel point c'était vraiment un compagnon de voyage et pas juste un moyen de déplacement ou juste un logement. En l'occurrence, pour la première fois, vous étiez vraiment tous les 5 tout le temps ensemble, toute la journée, toute la nuit. Comment ça s'est passé ces premières semaines en Amérique latine et le fait justement de tout le temps être ensemble, que ce soit à l'intérieur du camion ou en dehors? Alors ça, il y a la vie ma vie d'Instagram et puis il y a la vraie vie. En réalité, le démarrage, nous, on était vraiment sur les rotules en partant, avec ces préparatifs qui nous ont bien achevés quand même. Non, les premiers mois ont été super durs. On avait les enfants qui passaient leur journée à s'engueuler. Nous, on était épuisés par la chaleur. Dur aussi de se plonger dans un bain. Voilà, moi, j'ai fait de l'espagnol jusqu'au bac. J'étais la seule à parler quelques mots d'espagnol en partant. Donc, c'était aussi beaucoup d'énergie de se plonger dans la langue. Voilà, franchement, ça a été dur le début. D'être à 5 en permanence, d'avoir en permanence la surveillance de Gaspard qui fait sa vie, qui pose aucun problème, aucune question et qui part se balader très loin. Voilà. Donc, il faut le surveiller en permanence. Honnêtement, le début du voyage, il a été super dur. Au bout de 2 mois, on s'est même dit, mais franchement, on se fait plus de mal que de bien, ça sert à rien, on rentre. Ça sert à rien de se faire un voyage pour tenir jusqu'au bout à tout prix. Et donc, on s'est dit, mais en fait, peut-être qu'on reproduit ce qu'on fait dans notre quotidien, c'est-à-dire qu'on fait une espèce de fuite en avant permanente. Et du coup, à ce moment-là, on s'est retrouvés, je me rappelle, c'était un soir, on avait pris une route qui descendait assez à pic, c'était un peu chaud d'ailleurs avec Bébert de descendre sur un chemin comme ça. Mais on s'est retrouvés au bord d'une rivière pour une nuit. C'est la première fois de ma vie que j'ai vécu ça. Franchement, c'était hyper flippant. Il y avait aucune lumière, mais aucune. Ni lumière de la lune, ni lumière des étoiles, aucun lampadaire. Vraiment, nuit noire comme j'avais jamais expérimenté avant. Parce qu'on était en fait dans le creux d'une montagne. En Colombie, les montagnes sont très, très... c'est pas des montagnes, en fait, c'est des collines, mais elles sont très pentues et il y en a partout. Il y a vraiment pas de terrain plat en Colombie. Donc, on s'est vraiment retrouvés tout en bas au niveau du ruisseau. Et zéro pollution lumineuse. Là-dessus, j'étais contente de pas être toute seule, parce que c'est Anthony qui allait voir les enfants quand ils appelaient le soir dans le camion. Moi, je n'osais pas sortir. Mais en fait, on s'est dit, OK, on est bien là, on a une rivière, donc on a de l'eau, donc on peut tenir, on a quelques provisions dans le camion, on peut tenir plusieurs jours sans remonter, et personne nous attend, et on n'a pas de contraintes, donc en fait, on reste là. Et du coup, on a passé 2 jours. On s'est posé, Anthony allait se promener avec un enfant séparément, puis moi je suis restée, on a fait nos lessives, on a pataugé dans la rivière, on a attendu que notre linge sèche pour pas avoir à le changer à chaque fois de place, à chaque fois qu'on reprenait la route. Et puis pendant ces 2 jours, on a pris le temps aussi, en discutant pas mal avec, donc surtout les filles, on a pas mal pris le temps de demander à chacun quels étaient leurs besoins. Nous, on a pu aussi expliquer nos besoins aux enfants. Et après avoir discuté, on s'est rendu compte que tout le monde avait besoin d'être écouté, que tout le monde parlait mais que personne n'écoutait l'autre. Donc, on a fait attention à ça. Et puis après, on a refait des choses super simples avec les enfants. Mais on connaît tous ça, mais souvent, on oublie, on le met pas en place alors que ça aide. On a fait des tableaux avec qu'est-ce que chacun doit faire dans la journée, de quoi chacun a besoin. Et les filles, je me rappelle, on avait découpé des petits papillons et avec un peu de pâte collante, elles collaient un papillon sur leur tableau dès qu'elles avaient bien fait un truc. Et ben, ça a changé la face du fonctionnement familial à ce moment-là. Donc on a mis en place ces tableaux, on a pris ces 2 jours, on s'est reposé, tout le monde s'est apaisé et après on a pu repartir. Et après on était dans un rythme beaucoup plus lent. Alors je pense que factuellement on faisait pas plus ni moins de choses, mais on prenait les choses avec plus de lenteur et plus de... En fait on était plus doux avec nous-mêmes. Et à partir de ce moment-là on a commencé à enclencher un autre rythme de voyage. Mais on a mis 2 mois à se mettre bien dans le dur et à enchaîner beaucoup trop les choses avant d'arriver au bord de l'explosion en disant on fait quoi, on arrête, on se fait trop de mal ou voilà. Et en fait juste en posant ça, on a pu redresser et repartir sur une bonne dynamique. Après la réalité aussi c'est que qu'on soit en voyage ou dans la vie quotidienne, la vie de famille il y a des moments absolument géniaux et puis il y a des moments qui sont durs et puis on n'est pas toujours d'accord et puis on est fatigué et puis les enfants peuvent s'engueuler entre eux. Voilà, c'est pas vie ma vie d'Instagram. Mais une fois qu'on a mis en place ces choses-là au bout de 2 mois,
On se retrouvait confronté à des difficultés qui étaient ni pires, ni plus faciles, ni plus dures que dans la vie quotidienne d'avant. En revanche, on avait plus d'outils pour les régler. C'est-à-dire que, comme on était tout le temps avec les enfants, on sent les émotions qui montent, on sent la tension qui monte, on sent qu'il y a un besoin auquel on répond pas, on sent qu'on se perd un peu. Voilà, et du coup, ça permet d'ajuster au fil des semaines. Et puis aussi quelque chose que j'ai trouvé vraiment chouette, ça c'est vraiment grâce au voyage, d'être à 2 en permanence avec les enfants. C'est-à-dire que avant, dans notre quotidien, Anthony, qui est pourtant un papa très présent, mais il était beaucoup moins présent avec les enfants que moi. Et d'avoir la présence 24/24 de leur papa, et ben les enfants, ça a vraiment changé la phase de la vie de famille, parce que Anthony, bon, c'est un peu cliché, mais c'est le papa, et puis il tient mieux le cadre que moi, que la maman. Et en fait, d'avoir Anthony qui tenait plus le cadre avec les enfants, moi, ça me permettait aussi de plus me révéler moi-même comme maman. Et puis lui aussi, il a plus appris à découvrir les enfants, qui ont plus appris à le découvrir lui. Et voilà, ça, c'est tout des choses qu'on a découvert, que le voyage nous a offert de découvrir, que je pense qu'on n'aurait pas réussi à toucher du doigt de la même façon si on n'avait pas coupé avec notre quotidien d'avant. Ce n'était pas du tout le même quotidien que celui que vous aviez justement en France. Quelle était la journée type ou la semaine type que vous aviez lors de ce voyage nomade ? Alors le quotidien, c'est sûr qu'il n'avait rien à voir, ne serait-ce que parce qu'on n'avait pas de contraintes horaires. Et ça, franchement, ça change tout. On n'avait pas le matin le speed pour aller à l'école, voilà. Donc on avait quand même des contraintes horaires parce qu'avec des jeunes enfants, ils ont quand même besoin de manger 3 fois par jour. Un repas, ça s'anticipe. Si on plante l'heure du repas, on va avoir des enfants ronchons, voilà. Mais c'est que la contrainte qu'on se mettait nous-mêmes, mais sans contrainte extérieure. Donc ça, c'était énorme en termes de changement de rythme. Alors après, on n'a pas eu de journée ou de semaine type, c'est-à-dire que il y avait le fonctionnement global quand on était en itinérance. Alors le temps d'itinérance, en général, ce qui se passait, c'est que les journées où on faisait l'école, en général, on se levait, on prenait le petit-déj, nos traditionnelles crêpes tous les matins. Les crêpes, c'était un peu notre lien social de partout où on passait. C'est-à-dire qu'on distribuait des crêpes autour de nous. En Amérique du Sud, ils en font pas, donc c'était, on disait crêpes à la française. Et ils étaient trop contents. Et nous aussi, les enfants distribuaient les crêpes. Donc voilà, on se faisait notre petit déjeuner de crêpes. Ensuite, je laissais tout en plan. Ça, c'est aussi un truc magique du voyage. Et j'allais faire l'école à Clémence et Olivia. Et pendant ce temps, Anthony, il rangeait les crêpes, il s'occupait de Gaspard, il gérait les problèmes mécaniques du camion, et il préparait le repas de midi et il faisait les lessives. Franchement, c'était génial. Rien que pour ça, c'était trop bien le voyage. Donc les rôles sur les tâches ménagères, les rôles étaient hyper inversés, parce qu'on a vite vu au bout de quelques semaines que pour faire l'école et que ça se passe bien avec nos enfants, il n'y avait pas le choix. Il fallait que je sois focus sur les filles, idéalement chacune leur tour. On essayait quand même de les faire travailler un petit peu en même temps, mais il y avait quand même besoin d'une attention. Je ne pouvais pas faire autre chose en même temps. Donc on a mis ça en place. École le matin, Anthony gère tout le matériel, et l'après-midi, on faisait un petit peu de route, on roulait, on avançait, souvent pendant la sieste de Gaspard. Voilà. Après, on a vite identifié que nous, on avait quand même besoin d'un temps de repos sur le quotidien, parce que enfant en bas âge, donc vigilance permanente. Donc en général, le temps de route, Anthony conduit, et puis moi je restais tranquille à côté, ou alors sur mon téléphone, je faisais les quelques recherches internet qu'on avait besoin de faire. Et on imposait aux enfants, surtout aux filles, parce que Gaspard du coup dormait l'après-midi dans la voiture, et on imposait aux filles minimum 1 heure de temps calme, sans lecture, sans boîte à histoire, sans parler. Elles avaient l'obligation d'être en silence. Donc parfois elles s'endormaient, parfois pas. Et puis après, la suite de la route, on papotait, elles pouvaient sortir des livres, elles pouvaient écouter leur boîte à histoire, ou commenter ce qu'elles voyaient dehors. Mais une fois qu'on avait passé cette heure-là de temps calme qui était nécessaire pour nous, en fait, pour avoir un temps off ou pour avoir des discussions entre nous sans être coupés. Et puis après, le soir, là où on arrivait, en fait, évidemment, il ne faut pas arriver trop tard sur notre lieu, parce qu'il faut installer tout avant la nuit. On avait quand même un éclairage dans le camion, mais c'est quand même plus simple d'installer avant la nuit. Donc arriver le soir, et puis se donner la possibilité d'avoir un lieu où on ne le sent pas et on ne peut pas s'y arrêter. Donc par exemple, je sais pas, on arrive à 17h quelque part, on sait que globalement si on arrive après 18h quelque part, on se met un peu dans la galère, donc on arrive à 17h dans un endroit, franchement on le sent pas, il y a des gens bizarres, mauvais feeling, on n'a pas envie de passer la nuit là, on se sentira pas en confiance. Donc faut être capable de s'écouter, de dire là je le sens pas, oui, non, là c'est chouette d'être à 2 pour ça. Dès qu'il y en a un des 2 qui le sentait pas, on repartait. C'est pas arrivé très souvent, mais c'était assez sécurisant de pouvoir se dire
je le sens pas, mauvais feeling, on part. Sans justificatif, vraiment juste à l'intuition. Et après, du coup, être capable de repartir, retrouver un lieu. Alors, ça nous arrivait très rarement, mais c'est arrivé certains soirs qu'on galère vraiment à trouver, qu'on reste sur le bord de la route pour la nuit. Et dans ce cas, comme c'était dangereux avec les enfants, le lendemain matin, on repartait, on refaisait quelques kilomètres et on se reposait plus loin, dans un endroit plus sécu pour prendre le petit-déj. Voilà, donc ça, c'était un peu notre rythme en itinérance, même si c'était quand même très aléatoire, mais globalement, ça tournait comme ça. Et tous les moments où on a passé du temps dans les centres, alors ça, on s'adaptait vraiment au rythme des lieux dans lesquels on était. Je pense par exemple à l'orphelinat au Pérou. On avait mis en place avec eux un rythme pour que ça corresponde à notre fonctionnement de famille et au fonctionnement des enfants aussi qui sont accueillis là-bas. Donc le matin, nous, on prenait notre petit déjeuner entre nous dans le camion. Et puis, les déjeuners et les dîners, on les prenait avec eux. On allait à tour de rôle, on tournait dans les maisons, on faisait l'une après l'autre les maisons pour manger avec les enfants. Et puis, soit il y avait des temps forts dans la journée, on était dans ce cas-là avec les enfants, soit ils étaient à l'école, et auquel cas, nous, on faisait l'école aux filles, et on en profitait pour faire un peu de travail de fond, traitement, des photos, des vidéos, tri, etc. Donc, il y a pas vraiment de rythme. Par exemple, on n'a pas du tout suivi les vacances scolaires avec les enfants. Il y avait tellement de raisons et de fois où l'école a sauté parce que c'était une journée où on pouvait pas, ça s'y prêtait pas, ou parce qu'on était dans un centre où il y avait d'autres timings, d'autres enjeux, d'autres besoins, ou que c'était un jour où il fallait qu'on fasse des prises de vue. Donc voilà, il n'y avait pas d'école ce jour-là. Donc dès qu'on pouvait, on faisait école, quel que soit le jour de la semaine, du lundi au dimanche, n'importe quel jour. Les vacances scolaires, c'était pas un sujet. En fait, on était complètement déconnectés de ce rythme-là. Et comment vos enfants ont vécu le fait, ok, d'avoir un petit peu école peut-être tous les matins, mais d'avoir beaucoup de temps aussi en dehors, à l'extérieur, à la rencontre d'autres enfants dans les différents centres, en voyage, etc. Comment ils ont vécu ce mode de fonctionnement d'itinérance qui est complètement différent? Sincèrement, je pense que c'est un rythme qui correspond, en tout cas pour nos enfants, qui leur correspond mieux que le rythme classique de l'école qu'on a au quotidien en France. Je pense qu'ils étaient clairement plus épanouis aussi, même si le rythme cadré qu'on a chez nous a aussi du bon. Alors pour eux, c'était la belle vie. Alors évidemment, les filles ont pas mal râlé à chaque fois qu'on faisait l'école. Mais maintenant qu'elles sont retournées à l'école, elles disaient en fait c'était génial de faire l'école que 2 heures le matin avec maman tous les jours plutôt que d'y passer 8 heures toute la journée. Voilà. Mais non, là, la notion de pleine liberté, on a eu un deal moral avec les filles. On leur a clairement établi comme ça. C'est Anthony qui a beaucoup posé ça avec elle. De dire, on vous accorde notre confiance par défaut. Par contre, si vous respectez pas, si vous honorez pas notre confiance, on réduira votre champ de liberté et votre champ des possibles. Si on voit qu'on peut vous faire confiance, le champ des possibles s'élargit. Donc je pense par exemple dans le village dans lequel on était à Cañaveral en Équateur, au bord de la mer. Donc là, on était dans un espèce de, on était dans un, on appellerait ça un hameau en France, où il y avait une douzaine de maisons autour d'une espèce de grande esplanade en sable. Au bord de la mer, et c'était que des familles de pêcheurs qui vivaient là. Et c'était tous des gens de la même famille. C'était en fait une douzaine de frères et sœurs qui étaient venus habiter tous chacun dans leur maison avec leurs conjoints respectifs. Donc il y avait pas mal d'enfants. Et du coup, nos filles, elles ont vite fait connaissance, elles se sont vite liées d'amitié, elles commençaient à bien parler espagnol à ce moment-là, donc c'était plus facile. Donc le matin, c'était pas très facile de tenir l'école à cet endroit-là parce qu'il y avait constamment des enfants qui venaient dans notre camion, qui venaient. Puis comme notre cuisine est ouverte et à l'extérieur, il n'y avait pas le choix, ils étaient tout le temps là dès qu'on cuisinait. Enfin, c'était l'animation, donc c'était un peu plus dur pour, entre guillemets, préserver notre espace à nous. Mais, et du coup, pour cadrer les filles pour aller à l'école, pour faire un peu l'école. Mais dès qu'on avait fini les devoirs quotidiens avec les filles, c'était la liberté complète. C'est-à-dire qu'elles passaient de maison en maison. Moi, je leur disais, je veux juste savoir où vous êtes si je vous vois pas. Donc c'est-à-dire que des fois je les voyais pas, je criais un bon coup, Clémence, Olivia, Gaspard, vous êtes où? J'avais toujours une maman qui sortait et me disait c'est bon, ils sont là. Donc voilà, on vérifiait de temps en temps que tout se passait bien, mais globalement on les a laissés hyper libres. Et en fait c'est là où on les a vus le plus prendre leur envol, c'est là où on les a vus le plus se lâcher, c'est là où on les a vus le plus affirmer leur caractère aussi. Je pense que c'est le moment du voyage où notre Olivia, la seconde, qui est quand même plus réservée de nature, c'est le moment où on l'a vue
se positionner dans des jeux avec d'autres enfants. C'était plus l'ombre de sa grande sœur, c'était Olivia qui a ses propres jeux avec d'autres enfants, ses propres copains dans le village, là où Clémence avait ses propres copines. Et on l'a vu s'ouvrir à ce moment-là, notre Olivia. Donc je pense que cette vie assez libre, ça leur permet aux enfants d'explorer plus leurs compétences que ce qu'on peut avoir dans le quotidien. Voilà. Après, je tempère un peu ce que je dis aussi, dans le sens où depuis qu'on est rentré, le retour dans le cadre, il est dur, c'est sûr. Mais je sens aussi que ce cadre est bon aussi pour les enfants. En fait, je trouve chouette de pouvoir expérimenter les deux. Au cœur de ce voyage, il y avait un projet engagé qui était celui de, comme tu l'as présenté au début, d'aller à la rencontre d'orphelinats, d'écoles, de foyers, de communautés, pour aller à la rencontre d'enfants qui étaient en situation de fragilité, de vulnérabilité. Est-ce que vous aviez défini au préalable ces visites et combien de temps vous restiez dans les lieux en général ? Alors on a essayé d'organiser à l'avance nos venues dans les lieux. Sauf que la réalité, c'est que toutes les structures qu'on a contactées à l'avance, où c'était prévu qu'on aille à l'avance, sauf une, toutes plus de nouvelles au moment d'arriver. Donc on n'y a pas été. C'était des choses qui avaient été prévues à l'avance, on avait eu des visios, on avait calé des rendez-vous en leur disant on ne sait pas exactement à quelle date on arrive, mais on vous tient au courant un mois avant, puis un mois avant pas de nouvelles, une semaine avant toujours pas, la veille, bon bah tant pis, on est passé. Bon voilà, sauf une où ça avait été prévu à l'avance et ça a bien fonctionné en Bolivie avec la Fondation Patigno. Sinon ça s'est tout fait en fait bouche à oreille. Quand on est arrivé à Carthagène, notre camion il a eu du retard à l'arrivée, donc on était bloqués. Donc moi j'avais fait un petit message Facebook, savoir s'il n'y avait pas des gens qui connaissaient des gens à Carthagène, notamment pour nous loger, parce que ça nous coûtait cher un logement. Et de tous ces messages, par exemple, on n'a pas trouvé de logement, mais on a trouvé une cousine qui avait une connaissance, qui avait un contact peut-être intéressant à nous transmettre. Donc voilà, donc c'était intéressant. Là-dessus, ça a été utile qu'on communique sur notre projet, sur le fond de notre projet. Parce que du coup, il y a cette cousine qui a fait le lien et qui a trouvé la personne qu'il nous fallait en Colombie. Ce fameux frère Omar qu'on a rencontré, le directeur de l'école dont on parle dans notre film. Et en fait, de proche en proche, on est arrivé chez lui et il a pu nous présenter. Frère Omar, c'est le directeur d'un établissement scolaire très, très, très haut niveau. Ça accueille que des personnes très favorisées. C'est-à-dire que la scolarité là-bas, ça correspond l'équivalent, je crois que c'était l'équivalent de $5 000 par an pour scolariser un enfant là-bas. Mais quand on pense au niveau de vie en Colombie par rapport au niveau de vie en France, je pense que pour un salaire classique en France, ce serait peut-être 10 ou 15 000 euros la scolarité. Donc autant dire que c'est vraiment que l'élite extrême qui pouvait aller dans cette école. Mais dans cette école qui était donc tenue par des frères du Sacré-Cœur, dont frère Omar était le directeur, ils avaient à cœur que les enfants découvrent ce que c'était que la compassion. Donc ils disaient, moi, si mes élèves, en partant de l'établissement dans lequel ils sont, bon, je suis content s'ils ont un bon niveau intellectuel, je suis content ils parlent très bien toutes les langues qu'on leur a appris, je suis content s'ils trouvent des métiers qui leur plaisent, bien sûr. Mais surtout, j'aurais accompli ma mission si ces élèves-là ont découvert ce que c'est que la compassion et la joie de se donner à l'autre. Ok. Et donc du coup, ils ont monté beaucoup de projets autour de l'école pour mettre en place ça et sur la base du volontariat pour les élèves. Donc on a pu, grâce à cette école, aller visiter une autre école qui était soutenue financièrement par ce premier établissement. Donc une école dans un quartier défavorisé où les familles peuvent absolument pas financer la scolarité, où c'est des quartiers où il y a beaucoup de drogue, de violence, de toutes sortes. Et du coup, l'école dans ce quartier, ça fait office d'îlot de sécurité et de joie pour les enfants. Voilà, donc ça, on a eu l'occasion de le visiter. On en parle avec Tatiana, qu'on a rencontrée dans le film. Voilà, puis on a visité d'autres projets qui sont menés par cet établissement Sagrado Corazón du Sacré-Cœur,
Notamment, ils appellent ça una casa para Dios, une maison pour Dieu. Donc, c'est des actions de solidarité. Dès qu'ils ont réuni un montant suffisant, donc c'est à peu près l'équivalent de 5 000 euros, et donc les contributeurs, c'est les parents des élèves qui payent déjà cher la scolarité de leurs enfants. Dès qu'ils ont réuni les 5 000 euros, ils lancent un chantier fait par les parents d'élèves et les élèves pour construire des maisons de A à Z pour des familles dans le besoin. Et donc c'est hyper concret. Les élèves, ils passent leur week-end à aller construire les maisons, à chercher des matériaux, à récupérer des vêtements. Enfin, là, c'est hyper concret. Ouais, donc on a pu découvrir ça, toute cette solidarité qui est mise en place grâce à cet établissement scolaire. Après qu'on ait passé du temps donc chez Frère Omar, on a continué de périple en direction du sud de la Colombie. Et au sud de la Colombie, on a rencontré un couple d'anciens voyageurs, Kika et Yanouar, qui tiennent un camping au sud de la Colombie. Et ils nous ont parlé, comme ils ont un petit peu compris notre projet, d'aller à la rencontre, de faire un film à partir des rencontres qu'on faisait. Ils nous ont envoyé chez d'anciens amis qu'ils avaient rencontrés en Équateur, donc ce fameux village de pêcheurs dont je parlais tout à l'heure, à Cañaveral, sur la côte équatorienne. Et là-bas, du coup, ils nous ont dit, on vous donne le contact, je pense que vous avez des choses sympas à y faire. Voilà, donc là, c'est pas un lieu d'accueil d'enfants, c'est vraiment les familles qui s'occupent de leurs enfants. C'est un fonctionnement de village hyper familial, mais avec aucune richesse, c'est-à-dire que c'est très dépouillé. Ils vivent avec pas grand-chose. Bon, ils ont à manger, ils sont scolarisés, voilà, mais il n'y a pas un très gros niveau de vie. Et du coup, Kika et Yanouar nous avaient mis en lien pour passer du temps chez eux. Au début, on est arrivé pour passer une semaine. Puis au bout d'une semaine, on s'est dit, en fait, on est vachement bien, on va rester 2 semaines. C'est chouette. Et puis en plus, on a rencontré Rebecca, qui est la deuxième jeune fille du film dont on partage une petite tranche de vie dans le film. Puis au bout de 2 semaines, on s'est dit, on y va, il faut qu'on continue notre route. On a encore d'autres choses à faire, d'autres choses à... Voilà. Puis surtout, Anthony, il était un peu toujours en permanence ce stress de dire si on n'avance pas assez, on va devoir tracer sur la fin du voyage et on va se mettre en galère. Et finalement, le dernier soir, on dit au revoir à tout le monde, on se pleure tous dans les bras, on se dit que demain on part et que c'est le dernier soir et que c'était génial. Et puis tout le monde nous dit, c'est trop dommage, dans une semaine, il y a la fête de la coco, ça serait trop bien que vous soyez là et tout ça. Ah oui, je comprends, mais bon, faut qu'on y aille et tout ça. Puis le soir, avec Anto, on se couche et puis tous les deux, on se dit, bon, en fait, on n'a aucune raison de partir. On est bien, on les gêne pas. Et puis on sentait on sentait que notre temps dans ce village nous faisait du bien, nous faisait travailler de l'intérieur. On ne savait pas quoi, mais on sentait que ça nous faisait bouger dans le bon sens. Bon, en fait, ok, on fait une semaine de plus et on part après la fête de la coco. Elle est vendue. Donc le lendemain, on leur dit, on va rester jusqu'à la fête de la coco. Donc tout le monde était trop content. Les filles, on peut préparer les chorés pour la fête de la coco avec les filles du village. C'était sympa. Et en fait, au bout d'une semaine, on s'est rendu compte que ce qui était en train de changer chez nous, c'était qu'on était en train de prendre le temps de vivre. Pourtant, ça faisait déjà plusieurs mois qu'on était en voyage et que voilà. Mais moi, le truc concret, matériel qui me l'a fait comprendre, c'est que c'était pour aller aux toilettes, en fait. On allait aux toilettes à l'autre bout c'est pas du village, mais bref, on allait à l'extérieur des maisons. Il y avait des toilettes communs. Et pour aller dans ces toilettes, les 2 premières semaines, mais je speedais à mort, c'est-à-dire que je marchais vite parce que j'avais toujours des trucs à faire. Puis en fait, au bout d'un moment, mais ils marchent tous super doucement. Mais en fait, j'ai pas besoin de marcher vite moi non plus. Pourquoi je me speed? Pourquoi voilà. Et en fait, je me suis forcée, j'ai appris à... En fait, c'est juste un exercice de pleine conscience, mais juste appliqué au quotidien, à la vraie vie. Je dis, mais du coup, je vais marcher doucement, puis je vais prendre le temps de respirer, puis je vais Enfin voilà. Donc j'ai appris à aller aux toilettes sans courir à ce moment-là. Mais ça voulait dire beaucoup de choses de ce qui était en train de se bouger intérieurement chez nous. Voilà. Et puis on sentait aussi les enfants très heureux et que ça leur faisait du bien aussi de créer des relations plus longues. Donc tu as commencé à à me présenter justement différents lieux dans lesquels vous avez été. C'était des initiatives que vous avez rencontrées et des initiatives qui avaient pour but d'accompagner les enfants en situation de fragilité. Quels étaient un peu leurs moyens d'action à ces initiatives? Quelle était peut-être la différence dans les moyens utilisés? Est-ce que tu peux nous présenter un peu plus ces initiatives? Comme on est passé par des lieux assez différents, il y a eu plein de modes de fonctionnement différents pour accueillir les enfants. Alors par exemple, il y a eu au Pérou, donc le Pérou c'est un orphelinat qui accueille des enfants à partir de 6 ans, là où on a été, même 4 ans je crois, jusqu'à 18 ans. Ce lieu-là, c'était... honnêtement, on a été vraiment bluffés par leur façon
dont ils géraient avec très 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 peu de moyens. Mais ils se donnaient les moyens pour que des enfants qui arrivent dans cet orphelinat complètement blessés, complètement abîmés par la vie, qui ont vécu des situations dramatiques. Je pense que la majorité des enfants qui partent de cet orphelinat, ils ressortent, c'est des adultes qui seront debout, qui seront capables de gérer leur vie correctement, avec bienveillance, qui seront des adultes debout, tout simplement. Le fonctionnement de cet orphelinat, il y avait 21 enfants. Ils vivaient dans 3 maisons dans lesquelles il y avait, dans chaque maison, alors ils disaient une tia, une tante, mais le nom utilisé là-bas réel, c'était Madre de Substitución, des mères de substitution, qui se comportaient vraiment comme une maman se comporterait. C'était pas des éducatrices, c'était pas des maîtresses de maison, c'était des mamans. Donc la maman, elle avait ce rôle elle était présente avec les enfants, du lever au coucher et la nuit avec les enfants. Alors elle tournait pour avoir des jours de congé, donc il y avait une maman référente par maison et puis il y avait une remplaçante qui tournait de maison en maison pour qu'elles aient à leur tour leur jour de repos, pour retourner dans leur propre maison à elles et leur propre famille. Mais ces mères de substitution, elles étaient là pour les consoler quand il y avait besoin, elles étaient là pour leur apprendre à faire leur lessive, leur apprendre à cuisiner, leur apprendre à mettre le couvert, leur apprendre à se respecter entre eux, leur apprendre à se parler quand ça allait pas. Voilà, en fait, ils ont créé dans chacune de ces maisons des ambiances familiales où chaque enfant a sa place et est reconnu pour ce qu'il est. Et pour avoir récupéré des enfants qui allaient vraiment pas bien, dans le film, on parle notamment de Manuel et David, qui sont 2 garçons qui ont été récupérés dans des conditions vraiment dures. C'était des garçons qui étaient livrés à eux-mêmes, abandonnés, en quasi-abandon parental par 2 parents qui étaient alcooliques, avec beaucoup de violence entre eux. Ils n'étaient pas propres. Il y en a un, l'aîné, quand il est arrivé à l'orphelinat, il n'était pas continent. Donc il se faisait dessus, et le jour, la nuit, à l'école, il était violent avec les autres. Enfin voilà, ils partaient vraiment de très très loin, ces enfants. Et nous, quand on est arrivé, ça faisait 3 ans qu'ils étaient là. Et en fait, ce qu'on nous a raconté sur eux, on a eu du mal à l'imaginer, à le percevoir, parce que doux comme des agneaux, il y a un jeune adolescent, donc il avait de l'énergie, mais avec envie de bien faire. Et son petit frère, Manuel, on sentait quelqu'un qui était bien dans sa tête, bien dans son corps, aligné avec lui-même et avec le désir d'apprendre et d'être un adulte solide. Donc voilà, là on a vraiment vu le mode de fonctionnement. Et moi, ce qui m'a frappée dans l'orphelinat par rapport à ce que j'ai pu voir en France par mon métier, en France, dans ma formation de psychomote, ou même dans mes différents lieux de travail, on a toujours dit attention, c'est pas votre famille, protégez-vous, faut pas trop vous engager émotionnellement avec vos patients. Ouais, mais en fait non. En fait, alors soit je travaille avec un ordinateur et je peux me déconnecter, soit je travaille avec l'humain, et dans ce cas, je travaille avec ce que je suis, c'est-à-dire une personne humaine, et je donne ce que j'ai. Et si j'ai besoin de pleurer avec eux, je pleure avec eux. Et s'ils vivent une situation horrible et dramatique, en fait, ça m'affecte, donc je peux dire que c'est horrible et dramatique, et je partage autant les joies que les peines. Voilà. Et c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup heurtée quand on nous disait ça dans nos formations en France. Alors évidemment, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même quelque chose qu'on entend souvent. Et de voir l'extrême opposé pratiqué dans cet orphelinat, très sincèrement, ça m'a fait du bien. Je me dis, mais en fait, oui, on voit que c'est par là que ça marche. Oui, on voit que c'est parce qu'on s'investit et qu'on se donne et qu'on se comporte comme des humains et pas que comme des thérapeutes avec un cadre, etc., que ça fonctionne. En fait, ces gamins, ils se sentaient aimés, tout simplement, par leur tia. Et réellement, les tias, elles aimaient leurs enfants. C'est ce que dit la tia Cathy, donc la tia de Emmanuel et David. Elle dit, mais je les ai pas portés dans mon corps, ces enfants. Ils sont pas nés de mon ventre, mais je les porte dans mon cœur. Ils sont présents et je les aime comme j'aime mes propres enfants. Voilà, pour moi, ça faisait la différence sur ce qu'ils pouvaient leur apporter. Et on a eu une autre approche très différente quand on a été en Bolivie, donc au centre de renutrition infantile à El Alto. C'est un centre qui est tenu par la fondation Patigno. C'est une fondation qui apporte beaucoup de soutien, notamment du point de vue médical, aux populations les plus précaires en Bolivie. Et ce centre, donc, le point d'appel, en fait, c'est de faire venir les enfants qui sont malnutris. Mais souvent, dans malnutrition, il y a énormément de facteurs. C'est plurifactoriel, les problèmes des enfants. Et ce qu'ils ont remarqué dans ce centre, c'est que très souvent, ils sont dénutris. Pas forcément parce qu'ils n'ont pas assez à manger, mais parce qu'en fait, ils n'ont pas l'envie de vivre. Ils n'ont pas le désir d'être, de se nourrir parce que contexte trop sociologique, économique trop dur.
Donc ce centre faisait un travail absolument de dingue avec les parents. Ils faisaient venir les parents et en fait, ils aidaient les jeunes parents à se positionner en tant que parents, à être capables de dire à leurs enfants qu'ils l'aimaient. Voilà. Et ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est que c'était un centre médical, c'était un hôpital qui accueillait les enfants soit en soins de jour avec les parents, soit qui étaient hospitalisés en nuit aussi, si la famille pouvait pas suivre ou si le poids de l'enfant était trop alarmant. Mais ils avaient tout un travail au-delà du côté nutrition alimentaire. Ils faisaient tout un travail dans ce qu'ils appelaient de la nutrition affective. Et ça, j'ai trouvé cette approche super chouette. Et c'est la première fois que j'entends parler de nutrition affective et je trouve qu'il y a quelque chose de très cohérent derrière. Donc là, c'était des tout petits bébés. Les bébés, ils pouvaient arriver de la naissance jusqu'à... ils étaient pris en charge, je crois, de mémoire jusqu'à leurs 5 ans. Voilà. Mais ceux qu'on a vus majoritairement, c'était surtout des tout petits de 1 an à 2 ans en moyenne. Ça me fait penser justement qu'il y a une phrase que je trouve assez fondamentale qui revient dans le film et qui est la suivante, qui est un peu le slogan du film. La dignité d'un enfant prend racine dans l'amour qui lui est donné. J'ai l'impression, en tout cas dans le témoignage que tu faisais sur ces différentes initiatives, que c'est aussi ce qui paraissait être le plus important, qui ressortait le plus. Est-ce que tu peux me dire comment cette phrase, elle résonne en vous? Parce que souvent, quand on pense à la dignité, on fait référence à la garantie de conditions de vie décentes, au fait de garantir le respect que mérite chaque personne, l'accès peut-être à un certain nombre de biens, de services fondamentaux. Tu parlais du fait de pouvoir se nourrir. Quelle est la place de l'amour dans tout ça? Pourquoi c'est ce qu'il y a de plus précieux pour les enfants qui vivent dans ces situations difficiles? Je pense qu'effectivement, dans le fait que les enfants ont besoin de dignité, donc il y a la dignité, leur intégrité physique, leur intégrité morale, il y a beaucoup de notions qui vont derrière ce mot dignité, qui peut être un mot fourre-tout, mais globalement, je trouve que ce qui est souvent oublié derrière le mot dignité, c'est que pour qu'un enfant... En fait, chaque enfant est digne d'être aimé, mais chaque enfant a besoin de se sentir digne d'être aimé. Ce qu'on voyait au CNI, c'est que, au centre de renutrition infantile, c'est que du moment que les enfants se sentaient aimés par leurs parents ou à défaut entourés d'affection par les personnels, par les infirmières qui s'occupent d'eux au centre, les enfants, ils étaient capables de réouvrir la bouche pour manger, ils étaient capables d'accepter de s'alimenter. Et en général, le sourire revient en parallèle. À l'orphelinat, c'est des enfants qui sont capables d'être debout, de se remettre debout après une période d'enfance très souvent dramatique, parce qu'il y a quelqu'un qui les aime. Donc en fait, la dignité, c'est pas uniquement d'avoir un toit, à manger, une capacité de se nettoyer, d'aller à l'école. C'est tout ça, c'est sûr, ça c'est nécessaire, mais encore plus au-dessus de tout ça, s'ils se sentent aimés, ça roule. Je vois à Cagnaveral, dans le village de pêcheurs, ils avaient vraiment pas des gros moyens. Ceux qui avaient envie avec l'école, ils pouvaient s'en sortir pour avoir un avenir un petit peu différent de leurs parents, mais globalement, c'était quand même pas des gros moyens. Mais en fait, c'était des gamins qui étaient aimés par leurs parents, par l'environnement global des oncles et des tantes, de toute la famille élargie qui était là. Et du coup, on a senti des enfants qui allaient vraiment bien, qui étaient bien, qui étaient à l'aise bien dans leur tête, bien dans leur corps. Donc je trouve que sur cette notion de dignité, c'est très très important de garder le côté digne d'être aimé, mais les enfants ont besoin de sentir qu'ils sont dignes d'être aimés aussi. Et ça, on doit leur montrer. Et puis même nous, en tant que parents, on l'a mis dans le film, cette phrase, mais ça n'empêche pas qu'on se la rappelle régulièrement. C'est-à-dire que c'est beaucoup plus facile d'essayer de faire ce qu'on veut de nos enfants, de les façonner à ce qu'on voudrait être qu'ils soient pour être notre belle reconnaissance sociale. Mais non, vous êtes digne d'être aimé. Non, enfin, on se leur dit souvent pour nos enfants, vous êtes digne d'être aimé, on vous aime pour ce que vous êtes et pas pour ce qu'on aimerait que vous soyez. Soyez vous-même et nous, on est heureux, quoi. Mais ça implique de se le redire souvent pour pas retomber dans la norme et dans qu'est-ce que la société attend de nos enfants et puis même nous en tant que parents, parce qu'on aimerait bien qu'ils nous renvoient une image de parents parfaits, mais ça marche pas comme ça. Et on le voit aussi beaucoup dans le film. J'ai l'impression que vos enfants, c'était aussi ce qui faisait le lien entre vous, votre projet, les centres aussi dans lesquels vous vous rendiez. Est-ce que c'est par vos enfants aussi que des liens de confiance se sont créés peut-être plus facilement? Mais alors ça, mais 1000 fois oui. Franchement, c'est le pari qu'on avait fait après l'expérience du Chili et ça s'est très très bien
Ça s'est très bien montré derrière. Je pense par exemple, quand on était au centre de renutrition en Bolivie, tous les matins, alors faut remettre dans le contexte quand même, c'était un hôpital. On avait notre camion stationné dans le jardin de l'hôpital, donc on dormait dans le jardin de l'hôpital. Et on circulait dans les couloirs de l'hôpital, mais alors comme on voulait. Et donc du coup, alors c'est marrant parce qu'en Bolivie, je pense qu'il y avait encore beaucoup de séquelles du Covid. Tout le monde était masqué, mais nous pas. Ils nous ont pas demandé d'en mettre. Ils nous ont dit même qu'on n'était pas obligés. Donc les personnels médicaux avaient tous un masque. Les sols étaient lavés 3 fois par jour. Enfin, franchement, c'était un truc de dingue. C'était hygiéniste poussé à fond. Mais pour autant, nos enfants, ils se levaient le matin, ils sortaient du camion. Ils allaient en pyjama, ils montaient à l'étage, et puis ils faisaient des câlins au bébé, ils disaient bonjour au bébé, et puis ils donnaient les biberons des bébés, puis après ils redescendaient pour s'habiller, prendre le petit-déj au camion avec nous. Bon, nous, à ce moment-là, on était quand même en PLS parce qu'on était à 4000 d'altitude et qu'on n'arrivait pas à respirer, mais les enfants, ils y arrivaient eux sans problème. Mais oui, clairement, les enfants, ils sont passés devant nous, et très souvent, c'est eux qui ont créé les liens. Et je me rappelle aussi ce matin-là où on a suivi une petite fille qui s'appelle Haïdé, notamment qu'on présente dans le film, en Bolivie. Et Haïdé, un soir, on l'a ramenée chez elle. Elle devait, après plusieurs mois passés à l'hôpital, elle a dû retourner. C'était un test, en fait, de retourner chez elle, accompagnée par sa maman, en gros, de refaire un apprentissage de la vie dans sa maison. Et le lendemain matin, on s'y attendait pas, mais Haïdé, elle est revenue parce qu'elle avait une infection urinaire. Elle a fait un pic de fièvre pendant la nuit. Et sa maman était complètement décontenancée, elle n'arrivait pas à gérer. Donc, elle l'a ramenée le matin. Et franchement, si on n'avait pas Olivia qui était revenue nous voir en courant en disant « Maman, il y a Haïdé, elle est revenue, elle pleure, elle est pas bien », on n'aurait pas du tout vu qu'elle était revenue. Voilà. Parce qu'on aurait été dans notre camion à ce moment-là et pas forcément présents dans le service. Donc oui, les enfants, c'est clairement eux qui ont créé le lien. Notre Gaspard, c'était assez facile parce que il y a quand même le côté un peu tendresse on le découvre, il échoue, donc ça crée facilement de l'interaction. Et puis après, en fait, les filles se faisaient des copains et puis nous, on sympathisait après coup avec les parents des copains, quoi. Donc oui, les enfants, et je trouve même que les jeunes enfants, encore plus, c'est des portes ouvertes de partout où on allait, quoi. Je sais pas si tu as une réponse à ça, mais vos enfants, du coup, avaient la chance de passer beaucoup de temps dehors, dans la nature, sur la plage, dans les écoles, dans la rue, etc. Et c'est vrai que c'est rare, on en parlait un peu avant, de voir des enfants privilégiés occidentaux, en l'occurrence, qui soient confrontés à d'autres réalités radicalement différentes que ce qu'ils vivent au quotidien. Est-ce que tu as l'impression que ce temps passé au contact de ces réalités-là les a fait grandir d'une manière ou d'une autre? Ça, c'est pas si facile. En fait, les enfants, ils ont une spontanéité qui, en tout cas dans ce que nous, on a vu avec nos enfants, il y a une spontanéité qui fait que les barrières sociales que nous, on a, elles n'ont pas besoin de tomber avec les enfants parce qu'elles sont pas là. C'est pas qu'ils percevaient pas la différence de chance, en fait, à la naissance. C'est pas qu'ils le percevaient pas, c'est que c'était pas le sujet. Le sujet, c'est qu'ils rencontraient l'enfant en face d'eux et on va jouer, quoi. Et voilà. C'est plus sur le retour en France où on a réalisé qu'il y a des choses qui se mettaient en place. Les enfants ont pu parler de choses avec leurs copains d'école et ces choses-là, on sentait que Clémence et Olivia, elles étaient capables de dire « Ouais, mais en fait, c'est pas vraiment un sujet, ça. Tu sais, quand on repense à un tel là-bas, en fait, ce petit problème, c'est pas un gros problème. » Voilà, c'est plus sur des prises de recul comme ça, mais maintenant qu'on est rentré. Pendant le voyage, pour eux, j'ai pas senti d'impact particulier. Ils étaient tristes de savoir, par exemple, que les parents de Manuel et David, ils étaient alcooliques. Ça les rendait tristes. Et d'ailleurs, un jour, ils ont eu peur. Un soir, Anthony, il a pris une bière. Alors, pas quand on était dans l'orphelinat, ça, on faisait super gaffe. Mais un soir, je sais plus où, Anthony, il prend une bière. C'était rare qu'on ait des bières fraîches, vu qu'on n'avait pas de frigo. Donc là, ce soir-là, on venait d'acheter une bière, donc il a dit, je la prends tant qu'elle est fraîche. Et je revois les yeux de Olivia. Oh, mais papa, mais moi j'ai peur si tu prends une bière qu'on vienne t'enlever, en fait, qu'on nous enlève de toi et qu'on nous mette dans un orphelinat. Voilà, donc en fait, c'est plutôt que ça nous a apporté des sujets de discussion. Non, en fait, non, on peut boire un verre d'alcool, c'est pas qu'on est alcoolique. C'est le problème de l'alcoolisme, c'est quand après tu t'occupes mal de tes enfants et que tu es plus capable de leur assurer un quotidien décent. Ah, d'accord. Bref, voilà, ça nous a plutôt permis d'aborder ce genre de sujet avec les enfants. Mais j'ai pas senti de grosses gênes, de grosses difficultés, de gros décalages. Il y a une fois où on a senti que c'était dur pour les filles, mais c'était pas dû à de la pauvreté. C'est quand on a fait la visite d'un jeune garçon, un jeune adolescent, qui s'appelle Juan Esteban. C'est un garçon qui est
IMC, infirme moteur cérébral, c'est-à-dire qu'il ne contrôle pas ses gestes, il est alité, il ne peut pas marcher, il ne peut pas parler. Il a juste les expressions de son visage qui peuvent traduire un petit peu les choses qu'il ressent, et puis des petits mouvements des mains assez brusques. Et du coup, on l'a visité. Moi, avec mon métier, ça m'impressionne pas parce que j'ai l'habitude. Mais en fait, j'ai senti toute la famille autour de moi qui se liquéfiait. Alors, pas Gaspard, mais j'ai senti Anthony qui se liquéfiait, qui se cachait derrière la caméra. Les filles qui, si elles pouvaient se cacher derrière moi, elles essayaient tout ce qu'elles pouvaient. Et en fait, du coup, c'était chouette parce qu'on a pris le temps. On n'est pas resté très longtemps chez ce jeune, on l'a juste visité pendant une demi-heure. On a dû passer une demi-heure, 1 heure chez lui. Il y avait lui et sa maman. Et en fait, du coup, pendant qu'on était chez lui, je prenais le temps en parlant à sa maman en espagnol, et puis en traduisant un peu aux filles, et puis en expliquant aux filles. Mais en fait, tu sais, s'il fait ses gestes, c'est qu'il n'a pas le choix, il n'arrive pas à les faire autrement, c'est que je pense qu'il a envie de jouer avec toi. Donc, ils ont pu arriver à se lancer un jeu maladroitement. Voilà, c'est pas qu'ils voulaient te lancer le jeu dans la tête, c'est juste qu'il ne peut pas faire autrement. Et puis en fait, tu vois, là, il sourit. Donc là, c'est qu'il est content, il est heureux que vous l'ayez, qu'on le visite, il est heureux qu'on parle de lui, il sait qu'on parle de lui. Donc en fait, on a pu dédramatiser au fil de la rencontre, de la visite. Et petit à petit, les filles, elles ont réussi à se détendre et à rentrer en relation avec. Mais c'est la seule fois du voyage où j'ai senti qu'elles étaient confrontées à quelque chose de dur. Et en même temps, c'était la première fois qu'elles étaient face à quelqu'un qui est lourdement handicapé. Et moi, je sais que les premières fois où j'ai fait face à ça, j'étais liquéfiée aussi. Et que, voilà. Mais du coup, elles ont eu l'occasion de le vivre dans le cadre du voyage. Et accompagnées, donc c'était aussi un chouette moment et une belle expérience. Et finalement, quels ont été un peu les grands apprentissages de ce voyage? Qu'est-ce que vous retenez de ce voyage? Pour moi, le grand apprentissage de ce voyage, ça a été d'apprendre à se connaître en famille et d'apprendre à vivre lentement. Donc ça, c'est la grosse mission de cette année, de réussir à pas recharger le planning pour pouvoir autant que possible garder cet état de vivre lentement, de pas passer notre temps à courir après les choses. Et puis je pense que ça nous a ancré des choses aussi en famille qui resteront. Alors ça veut pas dire que des fois ça va pas, ça veut pas dire que ça va toujours bien avec les enfants, que ça va toujours bien aussi entre nous et Anthony, mais pour autant, d'être passé par ces moments aussi forts, en fait, on a déjà trouvé le chemin déjà trouvé le chemin pour savoir comment on s'aligne entre nous, en couple, en famille, avec les enfants entre eux. Comme on a déjà toujours trouvé le chemin, et ben, les fois où c'est plus dur, on sait par où repasser. Et ça pour nous, c'est quelque chose de fort. Et puis, le grand apprentissage, c'est aussi avec toutes les visites qu'on a faites, avec toutes les personnes qu'on a rencontrées. Globalement, ça apprend pas mal à relativiser quand même. Quand ça va pas toujours dans le sens qu'on veut, bah c'est pas si grave, voilà. Mais il faut se le rappeler. Est-ce que au retour de voyage, là ça va faire bientôt 1 an que vous êtes rentré. Est-ce que vous avez gardé des liens avec les différents projets rencontrés? Est-ce que vous avez des nouvelles de ces projets? Comment ça se passe maintenant? Oui, on est toujours en lien. Alors pas toujours régulier et fréquent, mais globalement, on a toujours des liens. On leur a transmis le film à tous. Et puis, on a souvent des nouvelles au Pérou, notamment l'orphelinat. Ils sont en grosse difficulté financière parce que leur principal financeur va se retirer progressivement là, dans les prochaines années. Et c'est pas leur principal financeur, c'est leur unique financeur. Donc là, la directrice est en recherche active de nouveaux financements. C'était une ONG qui se retire faute de budget qui continue à arriver. Donc là, ils sont en recherche activement. Mais sinon, dans le quotidien, l'orphelinat, ça tourne bien. Toujours. Et puis, on est toujours en lien, alors soit avec des structures qu'on a rencontrées, avec qui on échange quelques messages de temps en temps. Alors, en Amérique du Sud, ils sont beaucoup plus forts que nous pour prendre des nouvelles, parce qu'en fait, ils sont capables d'envoyer des messages sans avoir rien à dire, juste pour le plaisir de prendre des nouvelles. Chose que nous, on fait pas trop. Donc voilà, en général, à Noël, à Pâques, au moment un peu fort, on reçoit des messages. Je pense qu'ils passent leur journée, en fait, à envoyer des messages pour prendre des nouvelles de plein de gens, et on fait partie de la boucle. Et donc ça, c'est chouette. Et on a gardé du coup contact avec des gens qu'on a rencontrés sur place, avec qui on échange. L'autre jour, il m'a fait verser ma petite larme. Federico à Salta, où on a passé plusieurs jours dans son ranch. Et il y a une belle amitié qui s'est construite entre Clémence et lui, surtout. Et on échangeait. Il m'a renvoyé des vidéos de choses qu'il avait filmées quand on y était. Enfin bref, nostalgie à fond.
Et on a gardé pas mal de contacts aussi avec des voyageurs rencontrés pendant le voyage, que ce soit des gens qui sont encore en voyage ou qui sont rentrés. Et ça, c'est assez chouette aussi de pouvoir partager un peu le quotidien du retour, pouvoir échanger ensemble. Ça, c'est chouette. Il y a certains voyageurs, on planifie des petites vacances ensemble, des choses comme ça, c'est sympa. Et à votre retour du voyage, du coup, vous êtes mis à fond sur la réalisation du documentaire De l'amour et la dignité, que vous avez commencé à partager dans différents lieux. Comment se passe cette phase de diffusion? Quelle est la suite un peu pour ce projet? Depuis le mois d'octobre, on a fait notre soirée de lancement avec tous nos partenaires. Depuis le mois d'octobre, on a, je n'ai pas compté, je pense qu'on est à peu près une petite vingtaine de projections maintenant. Donc on a diffusé soit autour de nous, il y a des écoles qui nous ont sollicité, il y a des paroisses qui nous ont sollicité aussi. Nous, on a organisé nous-mêmes des projections autour de chez nous. Et puis on a eu la chance de participer au festival d'On the Green Road. C'était notre premier festival dans lequel on a pu diffuser le film. Et puis là, on vient d'apprendre qu'on était sélectionné pour un autre festival à Mâcon, Périple et compagnie. Ça sera en octobre prochain, donc on est content aussi. Voilà, donc soit en fait on a des gens qui nous sollicitent et on va faire des projections débats à leur demande, là où ils le souhaitent. Et ça, on est content de le faire. Soit c'est des festivals auxquels on postule et quand on est sélectionné, on est content de pouvoir faire vivre le film. Voilà, donc je profite, je lance un appel si des gens sont intéressés. Nous, on est tout contents de faire vivre notre film, donc on peut le diffuser, il dure 1 heure. Ensuite, en général, on fait 1 heure de débat et voilà, et on vient avec plaisir parce qu'on est content de pouvoir partager le message de ce qu'on a reçu en voyage. Génial. Et quels sont les messages que vous souhaitez transmettre justement avec ce film? Dans ce film, pour moi, les messages, c'est surtout le retour à l'essentiel. Alors, déjà, c'est un film qui est drôle. C'est pas un film qui est triste. On n'est pas en train de s'abattre sur la misère du monde. C'est un film qui donne le sourire, qui est punchy. On ressort joyeux du film. Pour nous, c'était super important de pas faire du misérabilisme. On montre les sourires des enfants. On montre des enfants qui vont bien et que malgré des histoires de vie très compliquées, ils peuvent aller bien. Donc, pour moi, c'est un film qui porte vraiment beaucoup d'espoir. Et qui porte l'espoir, mais avec la condition, pour moi, qui est indispensable pour que les enfants soient porteurs d'espoir, c'est que, justement, ils se sentent aimés. Les enfants ont besoin de cette affection et d'être entourés d'affection et de grandir dans un contexte où ils sentent que, quoi qu'ils fassent, ils sont aimables et aimés. Voilà, pour moi, ça, c'est le gros message du film. Et puis, pour moi, c'est plus le côté dynamique et ludique du film. Donc le fil rouge du film, c'est le voyage que nous, on fait en famille. Et le fond et le contenu du film, c'est les rencontres avec les enfants et avec les interviews qui sont très enrichissantes des personnes qui accompagnent chacun de ces enfants. Voilà, je pense à Frère Omar, je pense à la tia Cathy qui accompagne Manuel et David. Je pense à la directrice Janet, la directrice du CNI. Voilà, toutes ces personnes qui passent leur vie, c'est leur métier ou leur vocation de s'occuper de ces enfants-là. Et honnêtement, ils ont des trésors. Ils ont des pépites à dévoiler et on en dévoile une petite partie dans le film et je trouve que c'est ça qui est beau à voir. Est-ce qu'on peut retrouver le film quelque part? Par exemple, si des personnes qui nous écoutent auraient envie de voir le film, est-ce que c'est possible de le voir en dehors des projections qui sont organisées? Pour le moment, le film, il n'est pas en accès libre parce que justement, pour l'instant, on réserve l'exclusivité pour les festivals et les lieux où on projette. Ce qui est possible pour l'instant, c'est de nous acheter le DVD. Donc là, il suffit de commander sur notre site Familare, familare.jimdosite. Il y a possibilité de commander. Donc là, on peut envoyer les DVD et les cartes postales et les produits dérivés. Et sinon, faut venir au festival et aux projections. Et on communique sur nos pages Facebook, Instagram à chaque fois qu'il y a une projection pour tenir au courant. Super, il n'y a plus qu'à, du coup. Merci beaucoup Anne Ségolène pour ce très chouette témoignage. Je pense que ça permet d'avoir plus de connaissances aussi sur comment on peut voyager en famille. Est-ce que c'est possible de le faire sur un autre continent, mais aussi d'avoir plus de connaissances aussi sur ce projet, sur l'impact que vous souhaitez avoir. Et donc j'encourage tout le monde à voir ce film qui est vraiment très beau. Donc merci pour ce film aussi et merci beaucoup pour ce témoignage. Merci Anthony, c'était un plaisir. Passe une belle fin de journée et à très bientôt. Je te remercie.
Merci beaucoup à toi d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il t'a plu et qu'il t'a inspiré. Si c'est le cas, n'hésite pas à le partager autour de toi. Je t'en serai très reconnaissant. Nous voici à la croisée des chemins. L'occasion de se rendre compte qu'il n'existe pas de voie toute tracée quand on parle de voyage engagé, mais bien d'une pluralité de vives voix. Ce témoignage peut-il nous inciter à nous mettre en mouvement à notre tour ? Faire du voyage un outil pour se reconnecter au vivant et agir ensemble ? Un nouveau départ nous attend. Alors, faisons le premier pas.